Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, opération escargot des producteurs de pommes sur l'autoroute reliant Beyrouth à Tripoli. Les protestataires dénoncent des difficultés à écouler leur production et réclament davantage d'aide de la part de l'État. Les pays occidentaux mettent Moscou en accusation au Conseil de sécurité de l'ONU réuni d'urgence à New York alors qu'Alep continue d'être bombardé sans relâche par les avions du régime et de son allié russe. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu ce soir. Les études annoncent une audience record avec près de 100 millions de téléspectateurs. Les échanges, eux, vont durer 90 minutes sur des sujets aussi divers que l'économie, la sécurité nationale ou encore l'Amérique de demain. Je vous le disais en titre, opération escargot des producteurs de pommes. Ils ont brièvement coupé ce matin l'autoroute reliant Beyrouth à Tripoli, à hauteur de Byblos, au nord de Beyrouth. Une mobilisation qui a provoqué de nombreux embouteillages. Les protestataires dénoncent les difficultés à écouler leur production. Depuis plusieurs mois, les agriculteurs et particulièrement les cultivateurs de pommes réclament davantage d'aide de la part du gouvernement. Le 20 septembre dernier, le ministre de l'Agriculture, Akram Chayeb, avait annoncé l'émission d'un arrêté obligeant les importateurs de pommes, de poires et de pommes de terre surgelées à demander un permis aux autorités. Le procès par contumace d'un Canadien et d'un Australien accusés d'avoir été impliqués dans un attentat contre des touristes israéliens qui avaient fait 7 morts en 2012 en Bulgarie a été renvoyé au 10 novembre. Les deux hommes d'origine libanaise sont soupçonnés d'être liés à la branche armée du Hezbollah. Reportage. Le procès de l'attentat contre des touristes israéliens à l'aéroport de Burgas en Bulgarie, reporté au 10 novembre. L'audience n'a pas pu se tenir car elle n'a pas été correctement notifiée aux parties civiles, selon le parquet bulgare. Le Canadien Hassan El-Haj Hassan, 28 ans, et l'Australien Meliat Ferra, 35 ans, sont jugés par contumace. Les deux accusés d'origine libanaise sont soupçonnés d'être liés à la branche armée du Hezbollah. Ils encourent une peine de réclusion à perpétuité. Ils doivent répondre de complicité dans cet attentat. Ils sont notamment accusés d'avoir fourni l'explosif avant de quitter la Bulgarie via la Roumanie. L'attaque contre le bus de touristes israéliens avait fait 7 morts le 18 juillet 2012. 5 Israéliens, leur chauffeur bulgare et l'auteur principal présumé, Mohamed Hassan El-Husseini, un franco-libanais de 23 ans. 38 personnes avaient également été blessées. À New York, les pays occidentaux ont mis Moscou en accusation au cours d'une réunion d'urgence qui s'est tenue dimanche soir au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce que la Russie soutient et fait à Alep, ce n'est pas de la lutte anti-terrorisme, c'est de la barbarie, a lancé l'ambassadrice américaine Samantha Power. Son homologue russe Vitaly Tchurkin a rejeté la responsabilité de l'impasse sur la coalition internationale conduite par Washington. On écoute Samantha Power. Au lieu de chercher la paix, la Russie et Bachar al-Assad font la guerre. Au lieu d'aider à sauver les civils, la Russie et Assad bombardent les convois humanitaires, les hôpitaux et les volontaires qui essaient désespérément de garder les gens en vie. Ce que la Russie soutient et fait, ce n'est pas du contre-terrorisme, c'est de la barbarie. Sur le terrain, les quelques 250 000 habitants des quartiers rebelles d'Alep ne reçoivent plus d'aide de l'extérieur depuis pratiquement 2 mois et sont privés depuis samedi d'eau à cause des bombardements. Le récit de Natacha Milray. De l'aide humanitaire, une première depuis des mois dans une ville assiégée en Syrie. Nous sommes à Madaya, à quelques kilomètres de Damas, une localité aux mains des forces loyalistes depuis plus de 6 mois, où 40 000 personnes meurent de faim. Même scènes inespérées à Zabadani, près de la frontière libanaise. Ici, ce sont les bulldozers de l'armée syrienne qui ouvrent la voie aux véhicules de l'ONU, suivis de près par 4 camions du Croissant Rouge. À quelques mètres seulement, de combattants de l'opposition. Les convois d'aide humanitaire ont quitté la Turquie il y a tout juste une semaine. En tout, ce sont 70 camions remplis de provisions et de matériel médical d'urgence qui ont pris la route. Direction Madaya, Zabadani, mais aussi Al-Foua et Kefraya,
deux villes situées dans la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays. Là-bas, le ravitaillement permettra de venir en aide à plus de 20 000 personnes encerclées par les rebelles depuis plus d'1 an. L'aide humanitaire, un sujet primordial pour les Nations Unies. L'organisation avait dû interrompre ses livraisons après l'attaque meurtrière d'un convoi de 31 camions. C'était il y a 1 semaine, juste après la fin du cessez-le-feu. La défense civile syrienne, connue sous le nom de Casque Blanc, a été proposée pour le prix Nobel de la paix. Le groupe de sauveteurs, qui compte près de 3000 bénévoles et auquel est attribué le sauvetage de plus de 56 000 vies, pourrait donc voir son travail récompensé par la plus haute distinction de la paix. Margot Subra-Gomez. Cela ressemble à un film d'action, mais c'est bien la guerre qui se joue. Le lieu, la Syrie. Ces héros, des hommes ordinaires, mis à l'honneur dans ce documentaire, les Casques Blancs. Il serait près de 3000 dispersés sur tout le territoire syrien. Ces bénévoles forment la défense civile syrienne. Depuis 2013, ils revendiquent le sauvetage de 60 000 civils. Sur Internet, leurs actes de courage sont devenus viraux. Ils diffusent des vidéos comme celle-ci. Les Casques Blancs sont les premiers sur place après un bombardement. Ils aident, souvent avec peu de moyens. Ces hommes et ces femmes ne sont pas médecins. Ils ont appris sur le terrain les gestes qui sauvent. Il y a 1 an, France 24 les avait suivis lors de leur formation en Turquie. بعدين أسعفت حالي يعني ما كنت بعرف كثير كيف أسعف حالي وهيك يعني هلا أنا رايحة إنه كل شيء تعلمته راح أطبقه هناك يعني. Aujourd'hui, les actions des Casques Blancs pourraient bien être reconnues au-delà de la Syrie. Ils viennent de remporter le prix Right to Livelihood, surnommé l'autre Nobel de la paix. Un avant-goût de la récompense suprême, peut-être. Les Casques Blancs sont nominés au prix Nobel de la paix qui sera remis à Oslo le 7 octobre prochain. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu ce lundi soir à Hofstra University dans la banlieue de New York. Les études annoncent une audience record avec près de 100 millions de téléspectateurs. Les échanges vont durer 90 minutes avec des séquences sur des sujets aussi divers que l'économie, la sécurité nationale ou encore l'Amérique de demain. Marc Pope nous en dit plus. Au fond, la Constitution américaine. Au-dessus, l'aigle royal, symbole des États-Unis. Pour ce premier débat télévisé, le décor est planté. Il ne manque plus que les 2 candidats. Hillary Clinton et Donald Trump seront interrogés sur 3 thèmes, l'avenir de l'Amérique, l'économie et les enjeux de sécurité. Je pense que l'enjeu pour elle sera d'expliquer sa politique pour améliorer l'économie du pays. Une économie qui fonctionne pour tous et pas uniquement pour quelques privilégiés. C'est un défi aussi parce que Donald Trump ne cesse de dire des choses qui sont fausses. Traversant une passe difficile dans sa campagne, Hillary Clinton devra tout faire pour convaincre et malgré sa longue expérience de ses joutes électorales, elle ne part pas favorite. En face d'elle, Donald Trump reste imprévisible, mais surtout, il refait son retard. Donald Trump s'est préparé. Où était Hillary Clinton cette semaine? Donald Trump était en Pennsylvanie, en Floride, dans l'Ohio. J'étais avec lui la nuit dernière en Virginie. Il parle au peuple américain. C'est comme ça qu'il véhicule son message. Et c'est pourquoi il remonte dans les sondages. Pour les 2 candidats, l'enjeu sera surtout de faire meilleure impression que son adversaire. Remporter le premier débat pourrait leur permettre de marquer les esprits. Selon un récent sondage Ipsos, 20% des Américains se disent encore indécis. Ce n'est pas nécessairement un test pour savoir qui a les meilleures idées, qui en sait le plus ou qui a le plus d'expérience. D'une certaine façon, tout ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qui sera le plus cool, le plus calme et le plus serein. À en croire les observateurs, ce premier débat télévisé devrait battre un record d'audience. Certains prédisent même que près de 100 millions de téléspectateurs pourraient se retrouver devant leur écran. Le débat politique pourrait ainsi devenir un spectacle aussi regardé que le Super Bowl.
Et je vous propose à présent de revenir en images sur les grands débats qui ont marqué les élections américaines depuis 1960. À regarder les bandes annonces des chaînes américaines, on mesure vite l'importance du face-à-face présidentiel. Le premier débat télévisé de l'histoire oppose en 1960 Richard Nixon à John Kennedy. Le candidat démocrate crève l'écran, sa jeunesse et son charme contribueront à sa victoire. Je ne veux pas que les historiens disent dans 10 ans que c'était l'époque où l'Amérique a reculé. Je veux qu'ils disent c'était l'époque où l'Amérique a remonté la pente. Un autre candidat a aussi tiré parti de l'exercice, c'est Ronald Reagan, 73 ans. Son âge est considéré comme un handicap, mais cette phrase va retourner l'opinion. Je ne veux pas faire de l'âge un enjeu de campagne. Je ne veux pas exploiter pour des raisons politiques la jeunesse et l'inexpérience de mon adversaire. Ronald Reagan sera ainsi élu triomphalement. Mais le débat télévisé peut aussi contribuer aux défaites. Le président Ford concourt à un deuxième mandat. En pleine guerre froide, il laisse entendre qu'il n'y a pas de rideau de fer. Il n'y a pas de domination de l'Union soviétique. Même Barack Obama, pourtant à l'aise à la télé, trébuche. Candidat à sa réélection en 2012, il apparaît distant et donneur de leçons. Le bon sens mathématique dans l'histoire montre que votre recette n'est pas bonne pour créer des emplois. Au débat suivant, il se ressaisira et battra finalement son challenger Mitt Romney. Ce soir, les Américains vont découvrir le duel Clinton-Trump. Hier, le milliardaire, ancien animateur de télé-réalité, affichait sa décontraction. Quand on prépare trop, on ne sait plus ce qu'on dit. Hillary Clinton, elle, s'entraîne à son domicile avant de rejoindre la scène du débat, plus que quelques heures avant la grande confrontation. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, c'était il y a 2 ans, jour pour jour. 43 étudiants mexicains séquestrés par les policiers disparaissaient dans l'état de Guerrero, au sud du pays. Ils auraient été livrés à un cartel local qui les aurait brûlés vifs dans une décharge, selon les autorités. 130 personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête, mais pas une seule n'a été jugée jusqu'à présent. Les familles des victimes dénoncent un récit fabriqué de toutes pièces et parlent de crimes d'État. Des manifestations sont prévues dans toutes les grandes villes du Mexique aujourd'hui. Arnold Palmer, l'un des plus grands golfeurs de l'histoire, est mort à Pittsburgh aux États-Unis à l'âge de 87 ans. The King était devenu une véritable légende. Il a raflé pas moins de 95 titres parmi les plus prestigieux. Par son charisme et son style flamboyant, il a largement contribué à populariser le golf à travers le monde et à en faire un véritable business. La mémoire de Palmer a été aussitôt saluée par Tiger Woods, l'autre plus grand golfeur de tous les temps. Et Taïwan se prépare à son 3e typhon en 15 jours. Meggy devrait déverser près d'1 mètre de pluie par endroit. Des milliers de touristes ont été évacués. Les ferries suspendues. Le typhon est accompagné de vents soufflant en rafales de 190 km/h. Les régions montagneuses déjà touchées par les typhons précédents pourraient subir jusqu'à 900 mm de précipitations jusqu'à mercredi et risquent des glissements de terrain. Dans un tout autre registre, la Colombie s'apprête à connaître un moment très historique ce lundi 26 septembre 2016 avec la cérémonie de signature des accords de paix entre le gouvernement et les FARC à Carthagène. 2500 personnes ont été invitées pour célébrer ce moment historique qui met fin à plus de 50 années de guerre avec le plus grand groupe armé du continent. Un conflit qui a fait 220 000 morts, 40 000 disparus et plus de 7 millions de déplacés dans tout le pays. Les explications de Noémie Roche. C'était vendredi, au dernier jour de la 10e conférence des forces armées révolutionnaires de Colombie. Dans leur fief, les FARC donnent leur feu vert à la signature d'un texte historique pour mettre fin à 52 ans de conflit armé. Nous accordons notre soutien unanime à l'accord portant sur la fin du conflit et pour la construction d'une paix stable et durable. Conclu à Cuba après 4 ans d'âpres négociations, l'accord est complexe. Il prévoit notamment la démobilisation et le désarmement des quelques 7000 guérilleros que compte encore la guérilla. Tous devront être réinsérés dans la société.
Autre point essentiel, les FARC ont accepté d'abandonner le trafic de drogue qui les a fait vivre pendant des années. Enfin, le texte parle de développement agraire et de lutte contre la pauvreté dans les zones rurales, là où ont eu lieu les conflits. Un accord pour la paix qui ne fait pas partout consensus. Certains Colombiens s'offusquent notamment du coût du programme de réinsertion. Autre point polémique, le fait que 10 sièges au Parlement seront réservés aux FARC, amenés à devenir un parti politique. Enfin, le jugement réservé aux anciens rebelles fait également débat. L'accord prévoit des peines d'intérêt général plutôt que de la prison pour ceux qui admettront leurs crimes. Les accusés de délits politiques seront eux amnistiés. Inadmissible pour ce sénateur de droite, lui-même ancien guérillero. L'insécurité juridique qui va se créer dans ce pays à cause de cette juridiction de paix va être énorme. Et les conséquences seront très graves pour les Colombiens. Des éléments sur lesquels les Colombiens se prononceront dimanche lors du référendum. La Chine a mis ce week-end en service le plus grand télescope du monde dans la province de Guizhou, c'est dans le sud-ouest du pays. D'un diamètre de 500 mètres, cet outil d'observation pourra capter des signaux dans des coins très reculés de l'univers. Pékin espère pouvoir ainsi trouver des signes de vie extraterrestres. 500 mètres de diamètre, une surface équivalente à 30 terrains de football. Le plus grand radiotélescope du monde a coûté 165 millions d'euros et pour pouvoir le construire, les autorités ont déplacé 10 000 habitants. Preuve du gigantisme de ce projet, le radiotélescope de Porto Rico, qui était jusque-là le plus grand de la planète, est aujourd'hui presque 2 fois plus petit que celui-là. Si une vie intelligente extraterrestre existe, les Chinois veulent être les premiers à la découvrir. Plus c'est grand et mieux c'est. Être grand c'est mieux en radioastronomie car les signaux sont si faibles qu'il faut de très gros télescopes pour pouvoir les déceler. Pékin augmente ses investissements dans l'astronomie tout en accélérant son programme d'exploration spatiale à coût de milliards d'euros, avec l'ambition d'installer une station permanente en orbite avant 2020 et à terme d'envoyer un homme sur la Lune. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Opération escargot des producteurs de pommes sur l'autoroute reliant Beyrouth à Tripoli. Les protestataires dénoncent les difficultés à écouler leur production et réclament davantage d'aide de la part du gouvernement. Les pays occidentaux mettent Moscou en accusation au Conseil de sécurité de l'ONU réuni d'urgence à New York, alors qu'Alep continue d'être bombardé sans relâche par les avions du régime et de son allié russe. Le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump aura lieu ce soir. Les études annoncent une audience record avec près de 100 millions de téléspectateurs. Les échanges, eux, vont durer 90 minutes sur des sujets aussi divers que l'économie, la sécurité nationale ou l'Amérique de demain. Et c'est à suivre à partir de 4 heures du matin, donc cette nuit, heure de Beyrouth. Merci de votre attention, merci à ma réalisatrice Pauline Elou et à toute l'équipe. Très bonne suite de programme sur notre antenne. À demain.